L'épargne, c'est indispensable en réalité dans une stratégie d'investissement. Et je pense même que c'est dans un rôle d'éducation qu'en tant que bon parent, on devrait transmettre l'importance de l'argent. Et tant qu'on n'a pas observé réellement quelles sont les dépenses par des calculs précis et réalistes, on ne peut pas déterminer justement une stratégie d'épargne qui consistera, comme on le sait, à d'abord épargner avant de dépenser. Si la raison c'est une maison, il me faut 180 000 euros. Combien moi je vais épargner pendant combien de temps par mois pour pouvoir arriver à ces 180 000 euros? Par contre, est-ce que sur le moyen terme et de facto sur le long terme, tu es capable de maintenir cet effort d'épargne? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons répondre à la question des 7 erreurs fatidiques qui vous empêchent en réalité d'épargner. Et si vous restez jusqu'au bout de l'épisode, on vous partagera également une raison bonus, à mon sens, qui est vraiment indispensable et sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire. Antoine, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous. Antoine, par rapport à l'épargne, Ouais. on est tous les deux d'accord que l'épargne, c'est indispensable en réalité dans une stratégie d'investissement. C'est-à-dire que, et on va le rappeler, si on souhaite investir dans l'immobilier ou dans d'autres classes d'actifs, ici on parle spécifiquement de l'immobilier parce que, en ce qui me concerne, c'est ce que je fais de façon massive, il est important de comprendre que ça va passer nécessairement par une stratégie d'épargne au départ qui va permettre derrière de faire des acquisitions, de se développer un patrimoine avec derrière comme promesse, celle d'être dans la position du fuck you, position dans laquelle on tire des revenus mensuellement issus des investissements immobiliers, et ça se fait sur le long terme, et qui vont permettre d'avoir une certaine liberté et une certaine aisance, et de ne pas être obligé finalement de répondre à des injonctions qui ne nous concernent pas. Et donc, est-ce que tu admets ce fait que justement l'épargne c'est quelque chose qui est primordial et quelle est ta posture par rapport à ça? Moi, je pense que ça fait un petit moment quand même au travers des vidéos qu'on parle de l'importance de l'épargne et que c'est surtout la première marche pour gravir cette échelle de la réussite financière. C'était beau quand même. Et du coup, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est une base, que c'est peut-être beaucoup plus facile que ce qu'on penserait. C'est juste qu'il y a des petites méthodes à mettre en place, des petites routines à changer et surtout, il faut accepter de changer les choses. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose à la portée de tous. Maintenant, combien tu vas épargner par mois? Bah forcément, ça dépend des efforts de chacun, ça dépend des revenus de chacun. Mais que ce soit dans un niveau d'investissement immobilier ou même dans un futur qui soit proche ou lointain, je pense que la première étape, effectivement, c'est de mettre de l'argent de côté. La première chose à faire, et le plus jeune possible. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de côté les jeunes, là où j'avais déjà des gens à l'époque qui commençaient à travailler à l'âge de 16 ans, qui ont mis de côté très tôt parce qu'ils avaient peut-être une maturité différente et qu'ils ont compris peut-être les choses plus tôt que moi. Et aujourd'hui, ces gens-là s'en sortent bien, pas forcément mieux, mais effectivement, l'épargne a pu servir pour énormément de choses. Et je pense même que c'est dans un rôle d'éducation qu'en tant que bon parent, on devrait transmettre l'importance de l'argent. Parce que si tu ne transmets pas cette importance de l'argent et que le fait que l'argent coûte cher, le petit va pas comprendre ou l'enfant va pas comprendre l'intérêt de mettre de l'argent tôt de côté. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, donc, cette épargne qui est indispensable justement dans le cadre d'une recherche d'indépendance financière, mot dont on parle souvent, et souvent ceux qui en parlent ne le sont pas, et c'est pour ça que je n'en parle pas. Finalement, il faut considérer que l'épargne, ça va être le point... on va partir du point 0 qui va nous amener au point 1. Et l'épargne n'est réellement que le début avant les investissements. Et donc, j'ai listé 7 erreurs courantes que justement on retrouve lorsque les gens ont la volonté d'épargner mais ne le font pas de façon efficace. Après, si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé justement d'épargne dans le but d'investissement. Et pas d'épargne de se dire je mets de l'argent de côté jusqu'à ce que j'ai 70, 70 ans. Parce que cet argent-là dort sur le compte et n'est pas utile. Là, c'est vraiment une épargne dans le but d'utiliser cette épargne pour l'investir, pour gagner plus d'argent. Et non pas pour qu'il reste sur un compte 100% d'accord avec toi. à prendre 1% tous les 10 ans. La première erreur, j'aimerais ton avis, Ouais. c'est l'absence de calcul.
C'est-à-dire que Mhm. quelqu'un qui souhaite épargner, malheureusement, souvent ne va pas faire eh bien, les calculs nécessaires pour évaluer quelles seront ses dépenses réelles. Et tant qu'on n'a pas observé réellement quelles sont les dépenses par des calculs précis et réalistes, on ne peut pas déterminer justement une stratégie d'épargne qui consistera, comme on le sait, à d'abord épargner avant de dépenser. Et donc dire, OK, cette somme-là, je vais l'allouer justement à mon épargne. Je gagne, admettons, 5 000 euros tous les mois. Je vais décider de mettre 2 000 euros ou 3 000 euros de côté. Mais pour cela, il faut avoir déterminé initialement quelles sont réellement les dépenses. Et souvent, quels que soient les niveaux de revenus, beaucoup de gens ne font pas ce calcul préalable et donc essayent de mettre ce qui reste à la fin de Mhm. côté. Moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant qu'on se rencontre et que voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant. Tu C'est quelque deviennes chose riche. que je commence à gagner de l'argent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas. Et effectivement, même si assez tôt, j'ai commencé à mettre. De toute façon, c'est ce qu'il dit dans le livre Père riche, Père pauvre. Il dit la première chose que vous devez faire quand vous recevez votre salaire, c'est de vous payer vous-même. Donc ça rejoint ce principe-là, chose que je faisais pas. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et autre chose, quand j'ai commencé à faire les comptes, que j'ai fait quand même assez tard, ben, en fait, je me suis rendu compte de, oula, bah déjà, je dépense beaucoup d'argent dans des choses qui sont futiles. Ça peut être tout bête, mais par exemple, moi, tous les lundis, avant d'aller au travail, je me posais dans un café où je prenais un sandwich, un café, etc. C'est des choses qui, si tu répètes régulièrement, tu te rends vite compte que c'est 200, 300 euros qui peuvent partir par mois. Et en fait, c'est des dépenses qui sont pas forcément importantes et que tu peux mettre rapidement de côté. Et le fait d'avoir mis les comptes comme ça sur une feuille, ça m'a permis déjà de voir que je dépensais de l'argent un peu n'importe comment sur certaines choses. Et surtout qu'il me restait quand même pas mal d'argent en fait que je pouvais économiser à mettre de côté. Là où tu penses que quand tu as tout payé, tu es pris à la gorge. Encore une fois, ça dépend des foyers, ça dépend des statuts. Mais dans mon compte, je me suis dit, putain, en fait, il me reste 600-700 euros qui sont disponibles sans avoir fait la démarche de déjà réduire les autres dépenses, tu vois. Donc ça te permet d'avoir une vision d'ensemble et trouver le fait d'épargner plus facile. Là où moi à l'époque, je t'entendais dire qu'il faut mettre, on avait dit, c'était 40% de ton 60 60% entre 40 et 60% de ton salaire de côté, plus, bon, en fait, tu manges pas et tu mets tout ton argent de côté. Ça dépend de tes revenus. Mais encore une fois, ça me paraissait impossible. Et maintenant, avec le recul, bon, le pourcentage est élevé, certes, mais c'est beaucoup plus faisable. Ouais, Oui, et justement, souvent, ce qui est ignoré, c'est les petites dépenses ouais, clairement, qui ne sont pas clairement. prises en compte, ni également les frais qui sont importants. C'est-à-dire il Mhm, faut être capable de pouvoir lisser tout ça. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve avec des gens qui ignorent, par exemple, le paiement de leur assurance voiture. mhm, Euh, parce que bon, on sait, hein, c'est une notoriété publique, par exemple, si tu payes ton assurance voiture, que c'est moins cher de payer en une fois que de la payer par mois. Beaucoup de gens ne sont pas capables, par exemple, de payer en une fois mhm. parce que ils ne savent pas faire le calcul sur le long terme en lissant les coûts et en voyant combien euh, théoriquement et virtuellement ça va leur coûter de façon mensuelle. Et donc vraiment pour moi il y a ce travail essentiel de définition, de détermination et d'analyse des dépenses au préalable. Mhm. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté et que j'ai identifié, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif précis. Par Et de ne- rapport à ton épargne. Exactement. Ok. Et de ne pas Pourquoi avoir. t'épargnes? Exactement. Ok. Antoine est quelqu'un d'extraordinaire qui a la capacité à lire dans mon esprit Ouais, et ouais. c'est ce que j'apprécie chez lui. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sur le podcast, hein. Sinon, je Hmm, parlerai seul hmm. face à la caméra. Mais il vient ajouter Ramener un peu de lumière dans cette obscurité. exactement, il vient ajouter un petit peu de piment dans tout ça et il fait écho. Euh, le pourquoi, Mhm, effectivement. C'est-à-dire vraiment pourquoi je vais épargner. Parce que si je n'ai pas défini la raison profonde, je ne vais pas être capable de m'en donner les moyens, mhm. tu vois. Et puis la raison te permet aussi de te dire, bah, c'est pas si la raison c'est une maison, bah, il me faut 180 000 euros. Combien moi je vais épargner pendant combien de temps par mois pour pouvoir arriver à ces 180 000 euros? Là où moi, par exemple, je suis dans ce cas où je mets de côté, et voilà, on connaît un petit peu les différents placements que je peux faire et je suis en optique d'investissement, mais comme j'ai pas encore défini vers quoi je me dirigeais en termes d'investissement, j'ai pas encore vraiment d'objectif. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que je pense qu'en te fixant un objectif, tu vas accepter de te serrer plus la ceinture, je pense. Ça donne, en fait, ça donne, comment dire, ça donne du crédit, c'est un peu comme si tu t'entraînais sans objectif, quoi. Là, tu as un objectif, tu sais pourquoi tu fais ces sacrifices et ça a un petit peu plus de saveur et de valeur, quoi. 100%, 100%. La troisième erreur, et là, elle rejoint quelque chose dont on a parlé précédemment, c'est le manque de vélocité.
alors qu'est-ce qu'on appelle par vélocité la vitesse. Le manque de vélocité dans l'épargne. C'est-à-dire, si tu épargnes, on va donner un exemple, tu épargnes 100 euros par mois. Mhm. Il sera, et d'ailleurs je l'avais dit dans un short, qu'avec 50 euros par mois d'épargne, on va nulle part. Et quelqu'un de très malin m'a dit, oui, mais les intérêts composés sur 20 ans, etc., tu te retrouves avec, je sais pas, 10 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 000 euros dans 20 ans? Il ne faut pas cracher sur l'argent c'est de l'argent, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la trajectoire de ta destinée. Et donc, la vélocité, elle est importante. C'est-à-dire que si tu vas épargner 100 euros par mois, tu vas voir très lentement les résultats. Parce que 100 euros fois 12, ça fait 1200 euros. Si par contre tu épargnes 1000 euros par mois, sur une année, tu vas épargner 12 000 euros. Et donc, ça va te motiver davantage et tu vas rentrer justement dans un cercle vertueux parce que tu vas voir cette épargne qui va grossir beaucoup plus vite. Tu vois. Donc la vélocité, c'est ta capacité à aller vite à ton objectif Mhm. et donc ta capacité à forcément mettre plus d'argent de côté chaque mois. On va faire effectivement une comparaison. Imagine une personne qui se dit, moi j'ai l'objectif de perdre 20 kilos, Mhm. domaine que tu connais très bien. Mhm. Et cette personne se fixe 20 kilos en 6 mois. Parce qu'en réalité, 20 kilos en 6 mois, c'est quelque chose qui est atteignable, même en 4 ou 5 mois. Euh, Elle va voir des résultats rapides, ça va la motiver, ça va lui permettre de continuer et de ne pas lâcher. Mhm. Si par contre elle se fixe 2 ans pour perdre des 20 kilos, le résultat va être très lent, l'obtention du résultat, le processus également. Elle va voir un changement à hauteur de 500 grammes par mois, et donc justement elle ne va pas percevoir ce changement-là. Et donc tout le monde, et l'auditeur averti le comprendra, que tout le monde sera d'accord de dire qu'elle risque d'abandonner. Mhm. Tu vois. Et donc, je pense que dans le cadre de l'épargne, c'est également la même chose. Donc la vélocité rejoint l'ambition un peu, d'une certaine manière. Oui, les moyens que tu te donnes pour te dire d'aller vite. Mhm. Une chose qui est vraie sur laquelle je rebondis, c'est un peu comme quand tu... Je pense que tout ce que je dis est vrai. Non mais, je précise 2 fois, comme ça les gens sont sûrs. Mais moi j'ai jamais été un cancre à l'école, mais j'étais quelqu'un qui travaillait pas beaucoup. J'avais la chance d'avoir un peu de capacité naturelle, on va dire. Et quand j'ai découvert que travailler, ça apportait des bonnes notes, j'ai découvert la satisfaction de je travaille, ça m'amène à un résultat. Et je l'ai découvert aussi à travers l'épargne. Te dire, bon, là, je commence à faire les choses carrées et te rendre compte que tout simplement par mois, tu arrives à mettre 300 euros et pas 50, 16, 20, 24. Franchement, c'est rassurant. Et en fait, c'est ce qui est dur aussi. Peut-être c'est des points que tu vas appliquer, mais cette discipline de le faire tous les mois sans exception. C'est important. Ça nous renvoie au point suivant qui est effectivement, et après, comme je dis, je parlerai à la fin d'un point bonus qui vraiment pour moi est essentiel et beaucoup de personnes font cette erreur. Mais avant ça, on se focalise donc sur le point actuel, c'est effectivement le manque de discipline sur le moyen terme. Mhm. C'est-à-dire, c'est facile d'être motivé. Et l'épargne, c'est comme le sport. C'est comme aller à la salle de sport. Ouais, c'est vrai. exactement la même chose. C'est facile d'être motivé au début, dire ah ok ce mois-ci, allez j'épargne. Ouais, ouais. Comme aller à la salle, c'est facile, je m'inscris. Tu viens j'y 5 vais. fois semaine au début. Par contre, est-ce que sur le moyen terme et de facto sur le long terme, tu es capable de maintenir cet effort d'épargne? Et pour revenir à l'aspect de la vélocité, c'est-à-dire que imagine si tu as déterminé que ton objectif, je sais pas, est de prendre un objectif atteignable pour beaucoup de personnes, 30 000 euros, et que tu épargnes 300 euros par mois, il va te falloir pratiquement 10 ans. Donc, tu vas pas te priver pendant 10 ans. Enfin, à un moment donné, il faut quand même il faut vivre. Et donc, justement, en ayant une stratégie par également une augmentation des revenus, etc., qui va être d'augmenter considérablement le capital, ces 30 000 euros, au lieu de les atteindre en 10 ans, on peut les atteindre en 1 an, en 2 ans, en 6 mois, en 3 ans, en fonction des revenus de chacun. Et ça va permettre justement d'être plus motivé et en voyant plus vite les fruits du résultat. Mais donc, le manque de discipline. Est-ce que tu n'as pas de chance plus rapide d'arriver à de baisser les bras si tu commences très fort, tu vois? Ou est-ce que ce serait pas intéressant de faire l'inverse? Je veux dire, est-ce que ce serait pas plus intéressant de commencer avec, je sais pas, 200 euros par mois, puis te rendre compte que ça va, que tu gères, et puis passer à 300 et peut-être à 400, plutôt que commencer en me disant, ah, je mets 600 euros tous les mois, puis au bout de 4 mois, tu te rends compte que tu vis comme un SDF et que à la fin, tu baisses les bras, tu laisses tomber, tu vois? Ou est-ce que tu as quelque chose à conseiller par rapport à ça? Oui, c'est là justement l'importance de faire des calculs initiaux. Et les calculs ne veut pas dire nécessairement, parce que ça va vraiment dépendre de chacun, que tu dois te limiter que à tes besoins essentiels. Mhm. Avoir un toit,
te chauffer et manger. Tu Mhm. peux prévoir, ok, j'alloue une poche de X euros par mois à un certain nombre de dépenses. euh, mais voilà, cette poche, elle a été déterminée de dépenses d'amusement parce que tu t'as déterminé qu'il faut vivre, qu'il faut t'amuser. Mais si derrière ce que tu fais en termes de calcul n'est pas cohérent et n'est pas tenable, effectivement, tu risques de baisser les bras. Mhm. Tu vois. Donc il y a vraiment cet élément qui est important, c'est justement Le l'impact calcul. des calculs. Ok, ok, très bien. Euh, et alors, on va passer au point suivant qui nous emmènera sur le point d'après qui est un petit peu marrant également. Et ça, c'est quelque chose que je vois également ultra souvent. Euh, c'est. On va même passer au point suivant avant parce que c'est très marrant. Vouloir faire des gros coups. Hmm. Tu as des personnes qui épargnent et qui veulent absolument faire un gros coup. Je te donne un exemple. C'est-à-dire. Euh, j'ai épargné 1 500 € et je me dis, bon, maintenant que j'ai mes 1 500, mon objectif est 30. Ah, je vais mettre dans la crypto, Ah ouais. Hmm. dans l'objectif Hmm. de peut-être faire un x10 parce qu'ils veulent prendre un raccourci, mais finalement, ce raccourci, il n'est pas Et en tenable. plus, tu feras un raccourci dans un domaine où il n'y a pas vraiment de raccourci. Exactement. On prône le long terme. Si maintenant tu me dis je place les 1500 pour dans 10 ans les transformer en 50, ok, c'est tenable. Mais si tu me dis que là tu mets 1500 en espérant jouer sur la fluctuation du cours de la crypto et vendre au bon moment et faire, c'est pas possible. Malheureusement, c'est ce qu'on nous vend beaucoup, hein. Et ça rejoint cette idée de cash flow, de vouloir de l'argent vite et rapidement, alors que je pense qu'il faut toujours avoir une stratégie d'investissement sur le long terme, ouais, effectivement. Effectivement. Oui, parce que en réalité, tu vois, au niveau de l'épargne, il faut d'abord te constituer une épargne de sécurité et puis seulement t'investir. Alors, tu peux avoir une stratégie offensive qui est OK, et c'est pas un conseil en investissement, mais tu peux avoir une stratégie offensive qui est de te dire OK, j'ai pas d'épargne de sécurité, j'ai constitué une épargne que j'ai investie directement, admettons. Mais quand tu commences à faire des investissements pseudo-exotiques, euh, même qui présentent peut-être un intérêt, etc., mais voilà, de la même manière qu'à un moment donné, tout le monde disait les NFT, c'est la grosse révolution, il faut investir. Aujourd'hui, on Ça n'en va entend durer plus 3 ans. parler Mhm. et voilà. Mais tu peux pas te permettre de mettre des poches de revenus qui sont inconsidérées dans l'objectif de te dire ouais, là, je pense que je vais faire un fois X. Ça Tu marche vois, pas comme comme ça. tu dois certainement connaître des gens qui jouaient à. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça quand j'étais à l'université, au paris sportif, Mhm. qui mettent 2 euros, qui parient sur 25 Ah, matchs. j'ai fait ça, moi. Je gagnais jamais. Tu voyais potentiel gain 10 000 euros. Tu te dis, waouh, avec 2 euros, je peux gagner 10 000 euros. Et tu gagnes 4 matchs sur les 19. Et Mais en c'est fait, quoi ton retour alors moi, Qu'est-ce vraiment, qui t'a je suis poussé passé par là. justement Alors, moi, l'argent facile. Vraiment, j'étais là, j'étais étudiant. Je me disais, bah, vas-y. Je voyais autour de moi des gars qui gagnaient des sommes. Sauf que tu entends les gens faire ouais que quand ils gagnent. Donc, comme tu les entends que faire ouais, tu dis, ils gagnent tout le temps. Il fait jamais non quand ils gagnent pas, tu vois. Sauf qu'il fait non 20 fois, il fait ouais une fois, tu vois. Et Et quand je me suis dit, il fait ouais pour 150 euros ouais, peut-être. voilà, tu vois. Mais moi, à l'époque, je suis étudiant. Je me dis, putain, 150 balles, c'est ma soirée de ce week-end, c'est, tu vois. Donc, ton rapport à l'argent est complètement différent par rapport au contexte dans lequel tu es. 150 euros quand tu es étudiant, c'est énorme. Comme tu as dit, ça rejoint l'histoire de tout à l'heure. 10 000 euros quand tu es étudiant, c'est un pactole, tu vois. 10 000 euros quand tu as 60 ans, c'est pas. C'est des vacances, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai voulu essayer en connaissant absolument rien du foot, tu vois. Moi, je regardais les cotes. Oh, Liverpool, c'est une grosse équipe, c'est une équipe de peintres, c'est sûr, ils vont les battre. Et en fait, je jouais que sur des a priori, tu vois. Et j'ai perdu tout mon argent. Et en fait, tu crois pas en perdre beaucoup, mais 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Au lieu de mettre 10 euros sur un match sûr, d'en gagner 20, ben en fait, tu as mis 2, 2, 2, 2, 2 pour en gagner 1200 et tu as perdu 10 fois 2 euros et j'ai perdu tout mon argent. Honnêtement, je connais personne. Après, c'est un business aussi, hein, les paris sportifs, hein. Ça rejoint la même chose, hein. Moi, j'ai de la chance, j'ai gagné un peu d'argent aux paris sportifs. Bah forcément, je mets des résultats en ligne, vous me donnez de l'argent pour que je vous donne mes résultats, et voilà. Et après, ce que les gens oublient, c'est qu'en paris sportif, c'est un peu comme en bourse ou en crypto. Il y a une différence entre le mec qui va investir 10 euros et le mec qui a un capital de 100 000 euros à mettre comme il veut, tu vois. Forcément, si le gars il met 10 000 euros sur un petit match, bah, le gain potentiel est énorme par rapport à quelqu'un qui va miser lui 10 euros, tu vois. Donc voilà. Mais non, ça marche pas, les gars. Ça marche pas du tout. J'ai rien construit, j'ai tout perdu. Et je connais beaucoup de gens qui se sont mis comme au casino en dette, hein. Faut pas trop jouer avec les paris sportifs. C'est comme un casino. J'ai essayé le casino aussi. La roulette, Et ça marche pas non plus. Ah, ça marche pas non plus. Parce que j'entendais des potes qui allaient en casino, exploser, 2 heures du matin, tout le monde est bourré, allez, viens, on va au casino, tu mets 20 euros, t'en gagnes 200. Mais le nombre de fois où tu joues, le nombre de fois où tu gagnes, le nombre de fois où tu perds, si tu prends du recul, c'est. Voilà, on est juste des vaches à lait, quoi. j'ai jamais été tenté moi par les jeux d'argent. J'ai été une fois dans ma vie au casino C'est très spécial. et une seule fois,
j'ai pas spécialement aimé. Chiant. J'ai peut-être joué 10 euros, hein, mais Ouais. je me suis dit, ah, tiens, je devais avoir quoi, 20, 24, 25 ans. Je me suis dit, bon, tiens, allez, Franchement, je suis rentré pourquoi au pas. casino, c'est comme la. Non, je peux pas dire ça. Si, c'est comme la première fois que j'étais dans un club échangiste. Mais j'ai pas été, j'ai jamais été dans un club échangiste, mais j'ai été à l'entrée. Enfin bref, c'est très bizarre. Ce serait une anecdote à raconter un jour. Mais tu sens que c'est malsain. En fait, tu sens que c'est un lieu malsain. Tu sens que je suis arrivé, il y avait que des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, qui se réfugiaient beaucoup là-dedans. Et vraiment, la tête collée à la machine. Et autant je peux comprendre la roulette. Honnêtement, roulette, moi je joue au poker, j'aime bien le poker, tu vois. Plus pour l'aspect des cartes, stratégie, pas pour le potentiel gain d'argent, mais il y a du jeu. Tu vois, il y a quand même il y a de la compétition. La machine, tu mets ton argent, tu tires, et les gens sont accros à ça, c'est fou, tu vois. Je peux comprendre qu'on soit accro au poker, au blackjack ou à la roulette, mais les autres jeux, je comprends pas. Et tu vois que des gens là-dessus, quoi, tu vois. Et ça, c'est finalement une erreur d'épargne. Et comme je dis, C'est sûr. certaines personnes, dès qu'ils ont un petit peu d'épargne, vont jouer de la Mhm. même manière en bourse, parce que on peut investir en bourse, mais on peut aussi jouer en bourse, Ouais, tu euh, spécules, et jouer sur des crypto-monnaies en se disant, tiens, on va faire ça marche pas, l'IA. un fois X. Ça marche pas. Euh, le point suivant, et comme je dis, j'ai toujours un point à la fin qui est un peu dans la même veine que celui-là, mais le point suivant, c'est celui d'ignorer les avantages fiscaux. C'est-à-dire, on Je va vois faire pas ce que tu veux grincer dire. des dents, mais Ignorer les avantages oui, fiscaux. parfois, tu peux mettre en place certaines choses qui vont t'apporter des avantages fiscaux Mm. au niveau de ton épargne. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un choix sur base uniquement d'un élément fiscal. C'est une erreur. Mais C'est quand à tu, prendre en compte, un voilà, minimum. effectivement. Quand tu as, par exemple, une entreprise, tu vas pouvoir, admettons, mettre un plan d'épargne pension en place. Ce plan d'épargne pension va t'amener des avantages fiscaux. Et en réalité, tu es en train d'épargner, ici en l'occurrence, sur du long terme. Lorsque tu es salarié, parfois, tu peux également mettre en place un plan d'épargne individuel qui peut t'apporter des avantages fiscaux. Et l'idée, après, c'est de vraiment faire la balance entre, tiens, quels sont les avantages fiscaux que ça te rapporte et évidemment sur de l'argent qui est placé sur plus long terme, et le coût d'opportunité que tu aurais eu, tu Mhm. vois, en mettant simplement cet argent sur un compte. Je donne un exemple concret. Tu prends une épargne pension, tu peux, en mettant de l'argent sur une épargne pension, qui n'est vraiment pas beaucoup d'argent, hein, je pense que c'est 1000 euros par an, tu vas avoir en principe une économie d'impôt qui va être d'environ 30%. D'accord. Ok. Euh, et cet argent, il va être placé sur un compte à terme, sur le long terme, et tu as une épargne qui est garantie. Ça va te rapporter non pas 30% de rendement par an. Je l'ai dit dans une vidéo, j'ai commenté la vidéo de quelqu'un. Très bien, sa vidéo était très intéressante, mais sauf qu'il expliquait que ça amenait un rendement de 30%. Parce qu'à chaque fois que tu mets ton argent, tu as tout le temps 30% d'avantage fiscal. Tu me suis? Tu mets 1000 euros, 30% d'avantage fiscal. Donc tu récupères 300 euros d'impôt. Mhm. Tu me suis? Sauf qu'en réalité, ça ne fait pas 30% de rendement, parce que c'est 30% sur ton dépôt et pas sur ton capital. Mhm. Tu me suis Mhm. ou pas? Mhm. Voilà. Mais néanmoins, ça va t'amener un certain rendement. Et l'idée est de comparer ton coût d'opportunité avec le fait d'avoir placé cet argent simplement en épargne et ce que tu en aurais fait. Tu vois. Mhm. Et donc, c'est intéressant de toujours étudier ces mécanismes fiscaux et voir s'il est intéressant de mettre telle ou telle stratégie en place parce qu'elle va t'apporter un avantage fiscal considérable ou pas. Mais moi, la question que j'ai, c'est que, tu vois, t'as raison, tu me parles de ça, moi, je connais pas. Tu dis qu'il faut s'intéresser à ça. Moi, je sais que la fiscalité, de manière très générale, est hyper importante. Pour moi, il Mhm. faut absolument être calé en fiscalité, qui n'est pas le moyen de détourner de l'argent, mais d'en économiser, c'est différent. Et quoique certains en détournent. Mais comment tu fais pour avoir ces informations-là? Tu vois, comment tu fais pour. Tu tapes quoi? Un jour, tu t'es mis devant ton PC sur Google, tu as tapé fiscalité, tu as appris, tu as lu des livres, les gens t'apprennent. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? j'ai été sur mon PC, sur Google. Ok, et tu as tapé fiscalité. Mais non, j'ai juste tapé euh, avantages fiscaux, puis le nom du pays où tu résides, et tu peux voir quels sont les éventuels avantages fiscaux en faisant telle et telle chose, et Mhm. voir si c'est intéressant pour toi, tu vois. Mhm. Par exemple, tu vas, c'est une bêtise, mais qui sort un peu du cadre, quoique ça traite d'immobilier, mais par exemple, tu vas faire de l'isolation dans la toiture d'une habitation qui t'appartient, ça va t'amener un avantage fiscal, tu vois. Mhm. Ben, c'est intéressant de le savoir. Et comme tu le sais, tu vas rentrer aussi à ton comptable les documents qui sont indispensables pour pouvoir profiter de cet Mhm. argent et de pas laisser de l'argent sur la table. Et beaucoup de gens, je suis certain, laissent de l'argent sur la table parce qu'ils ne connaissent pas justement les différents avantages fiscaux. Voilà, et te renseigner aussi auprès d'un expert comptable, te renseigner Mais je auprès d'un courtier en assurance, Je etc. pense que c'est pas bête, mais déjà, tu sais, le nombre de gens que je C'est connais même très qui n'ont intelligent, pas de hein. comptable, Mhm. déjà, tu apprends énormément. Et pour moi, tout le monde devrait en avoir Moi, un, je quoi, t'avais tu vois. conseillé d'avoir un comptable à un J'ai un moment. comptable. Là, j'ai reçu ma déclaration d'impôt. Toc toc, bonjour, s'il vous plaît. Parce que c'est un métier. Le gars, il sait forcément des choses. C'est comme si demain, lui, il va se mettre au sport.
S'il vient me voir, on va forcément aller plus vite, c'est mon travail. Avec lui, c'est pareil, il va forcément me faire soit économiser de l'argent, soit je vais en perdre moins, tu vois. Donc, ouais, et un comptable, même si vous n'avez pas d'entreprise, c'est important. Conseil. Euh, Et du coup, the last point. The last point. Euh, J'ai un avant-dernier. Ah, ok. J'ai un avant-dernier. Il y a du suspense aujourd'hui. Mais qui est de toujours garder à l'esprit, c'est ce qu'on disait tout au début. Que l'État nous nique. Non, Que quoi? que l'État nous nique. Non, je pense pas. Non, pas du tout. C'est une blague. Garder toujours à l'esprit que réussir à épargner, c'est juste le premier pas. C'est vraiment très important et qu'il faut se dire. Et donc, comme ça, tu gardes la motivation parce que tu te dis, OK, j'épargne parce que j'ai vraiment une raison. C'est la première étape qui va me permettre derrière de faire les choses suivantes. Et donc, le dernier point, un point qui peut prêter à rire, c'est se mentir à soi-même en transformant certaines dépenses Un investissement. en imaginant que ce sont des investissements. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah tiens, j'ai investi dans telle montre. Ah, j'ai investi en achetant telle voiture. » Ou « Ouais, ici, t'inquiète, j'ai acheté tel bijou, telle chose. Mais t'inquiète, je le revendrai. C'est un placement, le jour où je le revends, je gagne. » Voilà. Comme l'or à l'époque. Ouais, c'est possible, c'est possible. Faut arrêter. Moi, après, je connais pas très bien parce que Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Enfin, moi, je mange pas de ce pain-là. Mais néanmoins, tu dois certainement connaître, et toi qui voilà, connais beaucoup d'anecdotes, a vécu beaucoup de choses, des gens qui sont dans ce type de situation où tu as peut-être déjà vécu ce type d'expérience. Ouais, moi j'ai connu des gens qui t'achètent. C'est tout bête, hein. En fait, la base, je trouve, c'est faire un achat compulsif, savoir qu'on a fait un achat compulsif, ne pas se l'avouer, mais justifier que plus tard, on peut le revendre si jamais, tu vois. Et de base, en fait, ça part parce que tu sais que tu as acheté un truc que tu n'aurais pas dû acheter. J'ai acheté les dernières pompes Gucci à 680 balles. Ouais, mais t'inquiète, je les revendrai. Non, déjà, tu les revendras jamais. Parce que personne ne vendra les pompes que quelqu'un a mis. Tu vois, enfin, moi, c'est. Mettez les chaussures de quelqu'un d'autre si vous voulez. Moi, personnellement, c'est la seule chose que j'achète pas sur Vinted. À la rigueur, acheter sur Vinted, il y a peut-être plus moyen de faire des investissements, tu vois. Mais ça part souvent de là, où des gens, le plus souvent, c'est les voitures. Pour moi et pour nous, je pense que tu seras d'accord. Après, sauf, voilà, et c'est pour ça que tu es expert dans ce domaine. Mais on laisse ça aux experts. Si tu achètes une voiture, souvent, à partir du moment où tu l'achètes, tu perds de l'argent. Tu vois, tu peux acheter une Rolls-Royce. Si tu l'achètes neuve, à partir du moment où tu l'achètes, elle perd 200 000 euros. Tu vois, tu as beau avoir une Rolls-Royce. Et souvent, les gens pensent que la voiture qu'ils achètent. Et puis la Rolls-Royce, tu la revendras pas. Hein. Non. Excuse-moi de te couper. Non, parce que si tu as l'argent, tu vas pas acheter une Rolls-Royce d'occasion. Parce que les gens qui achètent des Rolls-Royce n'achètent pas d'occasion. Enfin, c'est comme si je passais, belle, c'est une Rolls-Royce d'occasion. Tu passes pour encore un peintre. J'ai rien contre les peintres, mais c'est mon expression favorite. Vraiment, on a besoin de vous. Mais ouais, beaucoup dans les voitures, qui justifient un achat de voiture en se disant bon voilà, ça peut être un investissement si tu l'achètes pour faire un investissement. Pas si tu achètes ta voiture et que tu dis oui mais je la revendrai ou j'ai changé les jantes, je vais la revendre plus cher. De toute façon, tu vas rouler avec, tu vas l'user, etc. Terminé. C'est une dépense. À un moment donné, il faut voir les choses. Ou les brocantes. Ah ça c'est le meilleur. Les gens qui vont en brocante sont persuadés d'avoir fait des affaires, ils croient que c'est des antiquaires. Tu sais? Ah j'ai acheté le meuble là. Non, je vais pas. J'ai acheté le meuble, là, ça c'est du chêne, je vais le poncer, je vais le repeindre, tu verras, il va vendre cher. Et tu vas chez lui, tous les meubles qu'il a achetés depuis 5 ans, ils sont dans le garage, et il n'est toujours pas libre financièrement, quoi, tu vois. Donc je pense que ça marche pas beaucoup les brocantes. Sauf si, encore une fois, vous êtes un expert dans le domaine, tu vois. Il y a vraiment des gens qui ont fait des affaires monumentales. Mais je pense que l'achat te rapporte de l'argent si tu es un expert dans ce domaine-là, tu vois. Oui, si tu achètes des montres, mais lesquelles? Les gens pensent qu'aujourd'hui, avoir une Rolex, c'est forcément revendre une Rolex plus chère. Non, ça dépend lesquelles. Il y a même des Rolex, quand tu les achètes, elles coûtent moins cher après en occasion. Je sais pas si tu as des exemples, toi? Non, je pense que tu en as tout. donné suffisamment. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant... Ah, comme ça, tout. Ah ouais, ok, bon, c'est terminé. Dites-le nous en commentaire. Si vous connaissez des chineurs qui gagnent pas d'argent autour de vous, faites-nous en savoir aussi. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Antoine pour tes partages d'expérience. Et au revoir. Et dites-nous en commentaire si vous aimez ma veste. Selon vous. ça fait un peu Scarface, non? Dites-nous en commentaire. Mon surnom c'était Mani quand j'étais jeune. Ce que fait la veste d'Antoine. Si vous savez pourquoi, vous le marquez en commentaire. Surtout, heureusement que je suis là pour avoir la discipline et l'organisation nécessaire à la tenue de ce podcast. C'est pour ça que je suis pas encore riche. Dites-nous en commentaire justement quelles sont selon vous les erreurs les plus importantes que vous rencontrez ou les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par rapport à votre épargne. Et on se dit à bientôt avec Antoine.